Alors bonjour à tous, juste une petite remarque avant de commencer la vidéo. Vous allez voir que ici je change complètement le format et le style par rapport à mes précédentes vidéos. J'ai conscience que ce n'est pas parfait et j'aimerais vraiment avoir des retours constructifs pour me dire ce que je dois améliorer. N'hésitez vraiment pas à mettre des commentaires, je les lis absolument tous et je serai ravi de vous répondre. La notion de mouvement est très importante dans une vidéo. Ce que je vais t'apprendre aujourd'hui est valable pour plein d'utilisations différentes et de logiciels différents, que ce soit pour la musique, la vidéo ou le motion design. Cette vidéo n'est pas sur un logiciel précis, je vais pas te faire un tutoriel clic par clic, mais je vais te donner différentes techniques pour t'expliquer comment dynamiser ta vidéo. Mais si tu veux plus d'aide, à la fin de cette vidéo, tu trouveras 2 liens vers des vidéos bonus pour avoir plus d'indications sur Premiere Pro et After Effects. Je vais pas t'apprendre une technique sur un logiciel en particulier, mais un principe général qui est applicable n'importe où. Avant de partir là-dedans, parlons un peu technique. Donc on va partir d'un truc simple. Le montage vidéo, c'est des maths. Tout est représenté par des nombres. Chaque élément qu'on va mettre dans notre timeline a des propriétés. Par exemple l'échelle, la position, l'opacité, etc. Par exemple l'échelle c'est un pourcentage, la rotation ce sont des degrés, et la position ce sont 2 axes X et Y. Et donc pour animer ces nombres au cours du temps, on va utiliser un truc qui s'appelle les keyframes. Voici à quoi une keyframe ressemble. C'est ce genre de petit diamant. Et chaque keyframe est associé à un nombre, qui lui-même est associé à une propriété. Donc si je crée plusieurs keyframes, je vais par exemple pouvoir animer l'échelle, l'opacité, la position, etc. Par exemple, si je veux faire en sorte qu'une image se déplace, j'importe mon image dans ma timeline et je vais chercher les paramètres de position. Maintenant, quand je bouge ces 2 nombres, on peut voir que mon image se déplace. Je vais donc placer mon image à l'endroit où je veux que mon mouvement commence. Mais une fois fait, mon image ne va pas bouger toute seule. Si je fais play, il ne se passe rien. Pour que mon image bouge, il faut que j'indique à mon logiciel que j'aimerais que les 2 nombres bougent en fonction du temps. Je vais donc cliquer sur le petit icône de chronomètre pour activer les keyframes. Donc en gros, toutes les propriétés qui ont ce petit chronomètre peuvent être animées. Une fois fait, mon logiciel a créé une keyframe qui dit en gros qu'à 0 secondes, mon image est ici. Puis j'avance dans ma vidéo, par exemple à 3 secondes, et je vais bouger encore l'image. Ce qui va créer une autre keyframe. Cette deuxième keyframe dit qu'à 3 secondes, l'image est à cet endroit. Ok, donc maintenant on a nos 2 keyframes avec nos 2 positions différentes. Donc si tu as bien tout suivi, ça veut dire que notre image va se déplacer de ici à ici en 3 secondes. Donc par exemple après je peux même recopier la première keyframe à 4 secondes pour que l'image revienne à sa position initiale. Je vais donc placer mon image à l'endroit où je veux que mon mouvement commence. Et bien sûr après tout est modifiable. Si je rapproche des keyframes, le mouvement sera plus rapide. Si je les éloigne, il sera plus lent. Mais on va être clair, entre nous, ce mouvement est vraiment nul et trop simple. C'est là qu'entrent en jeu les types de keyframes. Mais d'abord il faut se demander « Et pourquoi ce mouvement il est chiant ?» Ce à quoi je vais te répondre « Parce que les maths !» Si on regarde les nombres de la position, on voit que les nombres augmentent au fur et à mesure que la vidéo se joue. Donc si je décompose mon mouvement au cours du temps, on peut voir qu'il y a le même espacement entre chaque image. Ce qui fait que la vitesse est toujours la même, et ce qui fait que c'est pas très joli. On appelle ce type de mouvement un mouvement linéaire. Il s'appelle comme ça car si on regarde sur un graphique, c'est juste une ligne qui monte. Donc ça fait un mouvement un peu robotique. Et il y a plusieurs modèles de mouvements. On a vu le linéaire, mais il y en a d'autres. Par exemple, il y a le par palier, qui juste pof ça apparaît, pof ça disparaît. Il y a aussi le Bézier qui est beaucoup plus intéressant, car il est plus doux. Il accélère au fur et à mesure et à la fin il ralentit. C'est comme une voiture en fait, elle va démarrer doucement au début et s'arrêter doucement à la fin. Elle fait pas un mouvement linéaire qui est pas réaliste. Et donc chaque mouvement a une icône différente, ce qui permet de bien les différencier quand ils sont dans la timeline. Bien sûr il y en a d'autres, mais le plus important c'est que ces mouvements sont entièrement réglables. On peut paramétrer soi-même sa courbe pour créer des mouvements totalement uniques. Par exemple, on peut faire en sorte que le mouvement aille un peu plus loin que la position finale et puis revienne en arrière pour créer ce qu'on appelle un overshoot. Et quand on regarde notre timeline, on peut pas deviner qu'on a changé la courbe. C'est pour ça que le graphique est super important. Et il y a vraiment des possibilités uniques. Par exemple, mon préféré, c'est quand le mouvement est très rapide au début et ralentit beaucoup à la fin. Maintenant,
Entrons dans le vif du sujet et parlons de quelques exemples simples qu'on peut réaliser avec ça. Une manière très simple de rendre des plans plus cinématiques, c'est d'ajouter du mouvement. On peut bien sûr faire ça sur le tournage avec un slider, une grue, un steadicam, mais ces techniques coûtent vraiment plutôt cher. Sinon, il y a la technique radin malin et faire ça au montage avec des keyframes. Bah c'est facile. Avant de faire ça, sache qu'il y a une règle très importante quand tu fais ça. La subtilité. Car ces mouvements sont faux, la caméra ne se déplace pas vraiment dans la scène. Donc si tes mouvements sont trop visibles, trop gros, ça se verra et ça sera plus moche que joli. Il faut vraiment doser un tout petit peu pour que ça se voie à peine à l'œil nu. Donc par exemple on peut faire des panoramiques gauche-droite, des dézooms très légers, ou même des mouvements plus avancés. Par exemple en mettant l'effet 3D simple, on peut donner plus de perspective à notre plan. Si tu as envie d'avoir plus de détails de comment on fait, tu peux aller voir à la fin de cette vidéo la vidéo bonus. Bref, il y a énormément de possibilités, et si on applique ces effets intelligemment, ça peut vraiment rendre des plans plus jolis. Les keyframes, ça peut être aussi un bon moyen de dynamiser ta vidéo et la rendre plus accessible. Bien sûr, ta vidéo sera pas meilleure, c'est purement esthétique. Un style pris et repris, c'est l'effet scam avec des zooms. Donc en gros, ce que tu vois depuis le début de cette vidéo. Bien sûr, faut pas en abuser et rendre le truc trop pénible, sinon c'est carrément chiant. Donc il y a deux solutions. Soit tu peux charcuter tes plans en 1000 morceaux, donc c'est très chiant. Soit tu peux utiliser les keyframes pour les animer. Donc tu peux faire des zooms, faire apparaître des éléments, faire des effets gauche-droite, etc. Mais depuis le début, je te parle que de trucs esthétiques. Mais les keyframes peuvent vraiment t'aider à créer des vrais effets de style qui vont servir ton histoire. L'effet vertigo a été démocratisé en 1958 par le film de Hitchcock appelé Vertigo. Ouais bon, avant on l'appelait travelling compensé, mais Vertigo Effect c'est tellement plus classe. Le concept de l'effet est assez simple, il faut reculer la caméra de son sujet tout en zoomant dans l'image, ou le contraire, avancer vers le sujet et dézoomer. Cet effet donne l'impression qu'on compresse l'arrière-plan et ça permet par exemple de montrer la peur d'un personnage. C'est un effet super simple, mais dans la pratique, si t'as pas beaucoup de budget, c'est beaucoup plus compliqué. Il faut marcher stablement, tout en dézoomant assez fluidement. Mais sauf qu'avec les keyframes, ça devient tout de suite beaucoup plus facile. Il suffit de se concentrer à marcher stablement, et après, au montage, on reproduit le zoom artificiellement. Bien sûr, il faut pas abuser avec le zoom, car quand on zoome avec un appareil photo, c'est un zoom optique. C'est des vraies lentilles qui vont vraiment agrandir l'image. Alors qu'au montage, on fait que agrandir les pixels qui existent déjà. Donc plus tu agrandis, moins la qualité sera. Ok, donc tu te demandes peut-être pourquoi j'ai fait une vidéo entière là-dessus. Au final, c'est quelques techniques banales de montage. Eh ben non, parce que les keyframes c'est peut-être un concept simple, mais c'est la base du motion design. Donc je te laisse avec quelques exemples de mes vidéos en motion design préférées, et dis-toi que ces vidéos ont été toutes faites avec des formes et des keyframes. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu et envie de bidouiller avec des keyframes. Et si tu veux un tuto plus précis, clic par clic sur After Effects ou Premiere Pro, je t'invite à cliquer ici et ici ou dans la description. Avant de vous quitter, j'ai quelques petites infos sur la chaîne. Je pense que la prochaine vidéo sera une FAQ, même si j'aime pas trop ce genre de contenu, je pense que ça peut être bien pour montrer dans quel sens la chaîne va. Et aussi j'ai un serveur Discord depuis pas longtemps, c'est un peu un équivalent entre TeamSpeak et Skype, où on peut partager nos créations, discuter ensemble, etc. Ok, donc merci beaucoup, c'était Phileas de In My Timeline.